L'argent n'a pas d'idées, seules les idées font de l'argent. Les gens veulent faire le buzz pour le buzz. Non, il faut que ce soit la force de l'idée qui fasse le buzz. La marque était très en difficulté. Le patron m'avait dit, il faut que tu me trouves un film renversant, parce que sinon on va se faire absorber par Peugeot. Il faut beaucoup de rigueur et surtout il ne faut pas dépasser les bornes. Un jour, j'ai une autre idée stupide, on va refaire le coup du porte-avions, mais on va le faire avec un Boeing. Je suis convoqué par le grand président. Il m'a dit, jeune homme, je pense que nos maisons ne vont pas pouvoir continuer ensemble parce que Prévert, qui était mon Dieu vivant, m'a tellement marqué ma vie. Je lui ai dit, écoute, Jacques, quel est ton conseil de vie? Il me dit, toi, c'est très simple. Je suis avec Jacques Séguéla, c'est le personnage public de la publicité française. On peut compter à son actif plus de 1500 campagnes publicitaires pour des grandes marques comme Evian, Decathlon, Louis Vuitton ou encore Citroën. Mais c'est aussi 20 campagnes présidentielles à l'international et bien sûr en France, dont la plus connue, celle de François Mitterrand. Il aime la communication, les phrases choc et s'investit pour rendre ses campagnes remarquables et inoubliables. Je trouve son parcours fascinant ainsi que la passion qu'il a pour son métier et une capacité de résilience qui est hors du commun. Notre échange est direct et simple et j'ai vraiment aimé le fait qu'il sait qui il est et est à l'aise avec lui-même. Si tu souhaites passer à un autre niveau sur la communication de ton entreprise ou alors que tu es curieux de rentrer dans la tête d'une légende de la publicité française, cet échange est pour toi. Salut Jacques. Salut. Une des raisons qui m'a fait vouloir faire cette interview avec toi, c'est... Bon, déjà, j'adore rencontrer et interviewer des personnes qui sont au top dans ce qu'elles font. Et il y a très peu de personnes qui ont cette renommée comme tu l'as dans le monde de la publicité. J'adorerais savoir comment on crée quelque chose qui génère une émotion. Écoute, j'ai fait ce métier depuis 60 ans. Et depuis 60 ans, j'ai cherché la définition de mon métier. Et je n'ai trouvé qu'une question. Pose un annonceur la question simple suivante. Que devient la neige lorsqu'elle fond? Et il te répondra de l'eau. Une question d'annonceur. Incolore, inodore, sans saveur. Pas pour moi. Pas pour un créatif. Pour un créatif, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Comment tu fais justement si une entreprise vient te voir et qu'elle a un produit qui de base peut paraître plus froid? Comment tu fais pour lui donner cette saveur, cette couleur et que quand on voit ce que tu fais ou ce que l'entreprise fait, ça crée quelque chose? C'est quoi ton processus? Le métier de publicitaire, c'est un triple métier. Il faut d'abord être le garde du corps de nos marques. Parce qu'elles sont de plus en plus attaquées, il suffit qu'il y ait un dérapage dans les réseaux sociaux pour qu'elles soient tout de suite attaquées. Donc, il faut répondre dans l'heure. Et nous, on a une agence chez Havas à Paris où il y a 1000 personnes qui sont là pour faire de l'influence et pour, en permanence, aider les marques à ne pas se faire crocheter les pieds comme ça. Deuxièmement, on doit être les gardes du cœur des marques. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Les gardes du cœur, c'est leur donner une âme, leur donner un ADN. C'est une règle en 3 S. Il faut d'abord donner du sens aux marques, comme il faut donner du sens à sa vie, comme il faut donner du sens aux choses. L'intelligence, c'est pas de comprendre les choses, c'est de donner du sens aux choses. Après le sens, il faut donner du sentiment aux choses. Et on en arrive à ta quête de l'émotion. Tout message qui émeut est un message qui touche. Très souvent, on essaye de toucher par le rire, mais c'est pas la même percussion. La balle doum-doum, c'est l'émotion. La balle doum-doum, c'est en 3 mots, quand tu touches net ce que tu avais à dire, tu vois, le cœur de ce que tu avais à dire. Le 3e S, c'est le spectacle. J'ai créé la publicité spectacle dans les années 80, j'ai été beaucoup adulé, puis beaucoup critiqué pour ça, etc. C'est un peu tombé dans l'oubli et ça redevient complètement à la mode. Comment tu décrirais la publicité spectacle? Ben, la publicité spectacle, c'est, je ne sais pas si tu as vu mon film sur une Visa qui va plus vite qu'un avion. Tu monterais là-haut avec ton petit bolide? C'est une GTO. Équipe 4 sur le pont. Elle découpez-moi, j'arrache. Oh, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Le problème là n'a pas été de trouver l'idée.
Le problème a été de trouver un porte-avions et un sous-marin. Alors moi, j'ai envoyé le lendemain matin un TV producteur à Los Angeles. Je lui ai dit, écoute, regarde si on peut faire ça dans un studio, si c'est pas trop cher. C'était mon premier budget, Citroën. J'ai démarré, c'était les années 80. Et puis, j'en ai envoyé un à Moscou, parce que j'avais lu dans la presse que les Russes étaient en train de négocier leur vieux matériel militaire à la casse. Ainsi peut-être que là-dedans, pour nous louer pour une semaine un sous-marin, un porte-avions. Attends, mais j'aimerais comprendre quelque chose. Il y a plein de gens qui pourraient se dire « Non mais c'est pas possible, on va jamais réussir à avoir un porte-avions et on va jamais réussir à avoir un sous-marin. » Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire « On peut le faire » ? La publicité, c'est de faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant toi. Et encore mieux que personne ne pourra refaire après toi. Il faut aller jusqu'au bout de l'impossibilité. Et d'ailleurs, je me souviens que quand on a eu cette idée à l'agence, j'ai appelé mon annonceur. Il était 10h30. Lui se couchait à 10h parce qu'il se levait tous les matins à 5h. C'était le patron de Citroën de l'époque, Georges Falconet, c'était un mec exceptionnel. Et je lui raconte l'histoire. Et je lui dis il faut qu'il me donne une réponse très vite. Il ne nous restait plus qu'un mois et demi avant d'être à l'antenne. Parce que ça va pas être facile à faire. Au téléphone, il m'a dit « Banco, vas-y ». Il n'a jamais reçu le storyboard du film, il n'a jamais reçu le devis du film. J'ai dit, il n'y a que François Mitterrand qui peut me sauver. Donc j'appelle sa secrétaire, Marie-Claire Papillet, et je lui dis, Marie-Claire, pour moi c'est une question de vie et de mort, je vais perdre mon budget. Si j'arrive pas à faire ce film, il n'y a que le président qui peut m'aider. 10 minutes après, elle me rappelle, elle me dit, le président t'attend. Je fonce à l'Élysée. D'habitude, j'arrivais à l'Élysée, comme tout le monde, je donnais mon passeport, j'attendais. Là, il y avait un flic qui m'attendait devant la porte, il m'a pris par la main, on a monté 4 à 4 le premier étage, tu vois, de l'Élysée. Et c'est François Mitterrand lui-même qui m'ouvre la porte. Et qui dit, alors ces gars-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Monsieur le Président, il me faudrait un porte-avions et il me faudrait un sous-marin. Il dit, monsieur, vous êtes fou, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, Monsieur le Président? Simplement de la publicité. J'avais dans ma poche les petits dessins qu'on avait faits, mais il n'y avait pas de storyboard. Il n'y a jamais eu de storyboard de ce film. Et je lui raconte le film. Et lui, ces gars-là, il est nul, votre film. Les Français achètent des voitures qui roulent, pas des voitures qui coulent. Et pour l'armée française, pour la marine, pour l'aviation, c'est une bonne idée. Vous aurez votre porte-avions, vous aurez votre sous-marin. On a eu beaucoup de chance parce que pour avoir le porte-avions atomique, il fallait qu'il soit désarmé. Or, il n'est désarmé qu'une semaine par an. Et c'était cette semaine-là qui est tombée 15 jours après. Tu veux dire que par consigne de sécurité? Par sécurité, parce qu'il est en guerre. Alors, il ne va pas en guerre se mettre à faire de la publicité. Mais là, pendant une semaine, il n'y a plus personne, etc. Et on repart tout, on nettoie tout, on remet tout en ordre, etc. On est sur le quai et le pacha sort et dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il n'avait pas été prévenu. Et j'ai dit, mais vous avez reçu une instruction? Il me dit, pas du tout. Il dit, mais écoutez, alors, je lui raconte l'histoire. Il me dit, moi, il n'est pas question que je vous laisse faire quoi que ce soit sur mon porte-avions. Vous me prenez pour qui? Je lui dis, écoutez, j'ai l'accord de François Mitterrand. Il me dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous avez l'accord de personne? Je ne me dégonfle pas. Il était minuit. J'appelle François Mitterrand. Je le réveille. Quand tu prends ton téléphone pour appeler François Mitterrand, comment tu te sens? Survolté. Je me sens à l'article de la mort. Je me sens prêt à monter à l'Himalaya, mais je me sens prêt à tout. Et surtout, je suis sûr de moi. Je ne dis pas ça par ego. Si tu n'y crois pas toi-même, ça ne peut pas marcher. Donc j'y crois, je dis, mais pourquoi ça n'arriverait pas? Mais pourquoi c'est tellement belle idée? Pourquoi on ne m'aiderait pas à la réussir? Pourquoi le président ne m'aiderait pas? Et c'est ce qu'il a fait. Et donc je l'ai réveillé, et il m'a dit, passez-moi le pacha. Je lui ai passé le pacha. C'est là où c'est extraordinaire. C'est le pacha lui-même qui a rendu le film encore plus extraordinaire. Parce qu'au début, il y avait un jet et la Visa qui faisaient une course simplement sur la plateforme. Elle n'était pas censée aller dans l'eau. Elle n'était pas tombée dans l'eau. Et lui il m'a dit, mais c'est pas la bonne course. La bonne course, elle est dans les airs. Il faut que votre voiture aille plus vite que mon jet dans les airs. Et elle va aller plus vite parce que, évidemment, on enlève les moteurs et tout ça, etc. Moi, je vais vous faire une catapulte et vous allez voir que vous allez aller plus vite et puis après, vous allez tomber. C'est formidable parce que la voiture va plus vite que le jet. Elle tombe. Et après, elle remonte sur un sous-marin. On voit dans la pub des pubs qui vont avoir un impact immense. Les gens vont adorer la pub, se la partager. Et on voit aussi des pubs, par exemple Gillette, qui a fait une pub qui leur a valu un peu un bad buzz. Dans cette idée de créer des émotions, on voit des pubs où la marque va juste vouloir créer une émotion, mais du coup, c'est pas connecté avec le message propre de l'entreprise. Et l'audience, le marché, les personnes, elles vivent mal le fait qu'on va utiliser telle cause, par exemple, au service de l'entreprise. Comment Gillette aurait pu éviter une erreur comme ça? Non, les consommateurs ont raison, d'ailleurs ils ont toujours raison. Moi, mes clients, mes patrons, ce n'était pas du tout les annonceurs, ça a toujours été le public. Qu'est-ce que disent les consommateurs? Pourquoi ce film était possible? Parce que cette voiture, elle était assez moche, comme l'étaient toutes les voitures Citroën à l'époque, depuis elles sont devenues les plus belles voitures du monde. La marque était très en difficulté, elle était à 7%. D'ailleurs, le patron m'avait dit, il faut que tu me trouves un film renversant.
parce que sinon on va se faire absorber par Peugeot. Ils étaient déjà dans le groupe Peugeot, mais Peugeot voulait supprimer la marque Citroën. Et moi, Citroën, c'est la marque de ma vie, parce que je suis parti à 20 ans faire le premier tour du monde avec une 2 chevaux Citroën, qui a duré 2 ans, qui a changé ma vie. J'étais pharmacien, je suis revenu reporter de match, et c'est comme ça que je suis allé à la publicité. Il m'a dit, écoute, cette voiture, elle est moche, etc., mais elle a quelque chose. J'ai réussi à avoir l'appellation GTI. Bon, GTI, maintenant, on sait un peu ce que c'est, mais à l'époque, GTI, c'était réservé aux voitures de course et tout ça. J'ai dit, GTI, nom de Dieu, il faut mettre le paquet là-dessus. Donc, j'ai dit, avec toutes les équipes avec qui on a travaillé, on faisait 5 ou 6, il faut faire une démonstration de la rapidité prouvée de cette voiture. Alors, on a dit, bon, on va la mettre face à un puma, parce que le puma, c'est l'animal qui va le plus vite. Je ne sais plus si c'était le puma ou un autre. Bon, c'est un peu ridicule. Et puis, ça va faire Jaguar, ça va faire la pub des concurrents. On dit, bon, alors, on va le mettre sur un tarmac. C'est un peu ridicule. Le jet d'école, la voiture reste en bas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il va aller plus vite que nous. Après, on a dit, on va faire ça dans le désert salé. Parce qu'au moins, ça aura de la gueule, etc. Tous les publicitaires rêvent d'aller faire des films dans le désert salé, là-bas, aux États-Unis. Je dis, mais enfin, ça, c'est trop bateau. Toutes les pubs d'automobiles se font là-bas. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ça, c'est bateau, ça, c'est pas bon? C'est ce que je sens. Et quand tu dis tu le sens, c'est quelque chose que c'est dans le ventre? C'est tripal. Pendant 50 ans de ma vie, je suis allé prendre des briefs personnellement des annonceurs. Et j'arrive avec un carnet, un stylo, et ils me parlent. Et ils pensent que je prends des notes. Non, moi, j'écris le slogan. Et si j'ai pas écrit le slogan, je vais jamais le trouver. Donc, il est immédiat. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'évidence pour toi. Une sorte d'évidence. Alors, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Donc, moi, je reviens à l'agent, je dis, écoutez, voilà mon truc, faites mieux. Et puis, si vous faites pas mieux, on essaiera d'améliorer déjà ce que l'on a. C'est jaillissant. J'ai pas une créativité, j'ai une réactivité. Tu passes pas des heures à y réfléchir? Pas du tout. Parce que sinon, après, ça devient laborieux. Et puis, ça devient trop raisonné. Si j'avais raisonné cette pub, je ne l'aurais jamais faite. Parce qu'elle était GTI, elle l'a prouvé puisqu'elle allait plus vite qu'un jet. Donc, il n'y avait pas mensonge. Même si la publicité est toujours un peu mensongère, mais elle est mensongère comme la poésie est mensongère. La poésie, c'est un mensonge qui dit la vérité. Et ça, c'est un mensonge qui dit la vérité. Oui, elle allait plus vite. Mais évidemment, elle n'est pas plus vite qu'un jet. Et c'est très accepté par le public. C'est-à-dire que le public fantasme avec toi. C'est d'ailleurs le storytelling, c'est la création de l'émotion. Mais il ne faut pas le tromper. 20 ans plus tard, toujours pour Citroën, moi je suis le créatif de Citroën depuis 60 ans. Et c'est certainement le seul publicitaire du monde qui a la chance incroyable de pouvoir garder une marque pendant 60 ans et que cette marque le garde, ne le mette pas à la porte en 60 ans. J'ai un autre problème. Les voitures Citroën, dans tous les tests, apparaissaient comme des voitures qui n'avaient pas la solidité des voitures allemandes. Tu veux dire dans la perception des clients? Dans la perception des clients. C'était un peu vrai aussi. Et puis tout d'un coup, Citroën a mis le paquet et ils disent, voilà, on a fait la première voiture qui est comparable à une Mercedes ou à une BMW, etc. Ça a été le grand changement de Citroën, etc. Il faut nous trouver une idée là-dessus, mais une idée forte. Je me dis que là aussi, il faut prouver. Parce que la vraie publicité que j'aime, c'est celle qui prouve, celle qui ne bidonne pas. Donc, on va faire un crash test avec cette voiture. Le crash test, c'est des rails qui sont comme ça. La voiture est sur des rails. Il y a une autre voiture qui est là, il y en a une qui rentre dans l'autre à 40 km/h. Et c'est là que tous les techniciens, après, se voient quels sont les points faibles de la voiture, etc., etc. Ça a un intérêt si la personne qui est dans la voiture n'est pas un petit homme de bois, comme ils le font d'habitude, avec des électrodes partout, mais si c'est une jolie fille. Et si c'est la plus jolie fille du monde. Si la plus jolie fille du monde accepte d'être dans ma voiture et d'aller à 40 à l'heure dans une autre bagnole, c'est qu'elle est costaud. Le top modèle de l'époque, c'était Claudia Schiffer, qui avait fait, je crois, 12 000 ou 15 000 couvertures dans l'année, parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas les chanteurs, les acteurs, les chanteuses qui faisaient le plus de couvertures, c'était les top modèles, parce qu'elles sont dans le monde entier, leurs couvertures sont reprises dans le monde entier, parce que les photographes vendent leurs photos dans le monde entier. Et donc, je vais voir à Londres Claudia, je raconte le truc, elle me dit, écoute, c'est gonflé, mais d'accord, je vais le faire. Elle avait à l'époque une assurance sur son visage, qui était l'assurance la plus chère du monde. Et d'ailleurs, ces agents faisaient la publicité. Et donc, je vais voir les assureurs, je dis, écoutez, qu'est-ce qu'on fait là? Ils disaient, il y avait un risque? Il y avait un risque, oui. D'ailleurs, tu vas voir l'histoire. Donc, et elle, à l'époque, elle était amoureuse d'un illusionniste qui était à Las Vegas, qui faisait son humour à Las Vegas. On dit, moi, je veux bien le faire, mais on fait à Las Vegas. Donc, on arrive à Las Vegas. Il y avait 100 journalistes allemands qui étaient là pour voir le truc. Il y avait des journalistes du reste du monde. Il y avait des équipes publicitaires. Et moi, je commence par faire un test avec une cascadeuse américaine. Le problème, c'est que quand tu es vivant, tu es protégé par l'airbag. Mais il faut faire très attention dans l'airbag. Si tu n'es pas bien au centre de l'airbag, tu as un gnon sur la figure.
Et donc, la cascadeuse fait l'essai, et elle sort toute blanche de la voiture, elle dit « Claudia ne peut pas faire ça ». Parce que même moi, elle dit, j'ai failli me laisser avoir. Quand tu arrives comme ça, à 40 à l'heure devant une autre voiture, tu l'évites par un geste. Tu l'évites à droite ou tu l'évites à gauche. Mais il faut arriver à se concentrer énormément pour ne pas bouger et prendre bien l'airbag en pleine figure, bien centré. Et donc, moi, je suis paniqué, sans journaliste, les trucs, le film était fait, il était déjà payé, puisque tout était en place. Je dis, c'est pas possible de voir ma star. Je lui ai dit, écoute, je crois qu'on peut pas continuer. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu te dégonfles? Moi, je me dégonfle pas, on le fait. Waouh! Je dis, alors là, vraiment. Et elle l'a fait. Et le film est formidable parce qu'elle est dans la voiture. Tu vois, elle est toute rose, etc. Elle est toute belle. Et puis tout d'un coup, elle devient blanche, mais en un millième de seconde. Plaf! Paf! Elle prend l'airbag dans la figure, elle sort de la voiture et elle caresse la voiture là comme si c'était les fesses de son amant. Tu vois, l'espèce de douceur, de volupté, qui n'était pas du tout prévu dans le film. Et moi, j'avais une autre fin, j'ai pas tourné la fin. J'ai dit, mais stop, hein, stop. Surtout, on ne fait pas de deuxième prise. Et elle a fait ça volontairement, elle a fait ça. Elle a fait ça volontairement parce qu'elle m'a dit, tu sais, maintenant, moi, je suis en fin de carrière, je veux faire du cinéma. Et ce que j'aime bien dans ton film, c'est pas de la pub, c'est du cinéma. Je veux montrer que je suis capable de faire des films d'action, etc., que je me dégonfle pas. C'est pour ça qu'elle a accepté. Et le film a eu un succès fou. Comment tu sais justement que c'est pas une idée parce que justement c'est réactif, t'as l'idée comme ça. Comment tu sais si c'est pas une idée débile qui va créer plein de problèmes pour la marque? Il faut beaucoup de rigueur quand on est un publicitaire. Quand on est un artiste, on a tous les droits. Quand on est publicitaire, on n'a pas tous les droits. C'est la limite de ce métier. Mais c'est aussi la beauté de ce métier, parce que c'est très contraignant. Il faut savoir ce qui va plaire ou ce qui ne va pas plaire. Et surtout, il ne faut pas dépasser les bornes. Un jour, j'ai une autre idée stupide, c'est de montrer que cette Citroën, à nouveau, est une Citroën qui va plus vite que les autres. Donc, on va refaire le coup du porte-avions, mais on va le faire avec un Boeing. Et donc, on va visser sur le Boeing une voiture. On va être sur le tarmac et on va voir la voiture qui roule. On ne va pas voir le Boeing, on va voir la voiture qui roule, etc. Et tout d'un coup, elle décolle. Et elle décolle avec le jet, et puis elle disparaît dans les nuages. Et on fait le film qui n'a pas le succès tellement attendu. Je suis convoqué par Jacques Calvé, qui était le grand président à l'époque de Citroën, et qui me dit, jeune homme, il m'a flatté parce que j'avais quand même déjà 50 balais. Il m'a dit, jeune homme, je pense que nos maisons ne vont pas pouvoir continuer ensemble parce qu'il y a un manquement chez vous. C'est que je ne fabrique pas des jets, je fabrique des voitures. Tu le vis comment ça, toi? Je le vis, je m'accroche à la table, je rentre chez moi et je lui écris une lettre d'amour pour lui dire voilà, j'ai fauté, merci de me l'avoir fait comprendre, j'aime tellement cette marque, etc., etc., etc. Mais vrai, parce que moi, si on m'avait retiré Citroën, je quittais la publicité. C'est la marque de ma vie, c'est la femme de ma vie. Moi, j'ai une vision très simple de la vie. Je crois qu'une vie est réussie quand on a un grand amour réussi. Et moi, j'ai une chance folle. Le grand amour de ma vie professionnelle, c'est Citroën. Et le grand amour de ma vie, c'est Sophie, c'est ma femme. On est mariés depuis 44 ans. On a 5 enfants ensemble. Je suis le seul publicitaire à avoir 5 enfants de la même femme. En 44 ans, on ne s'est jamais disputé. Et tous les matins, quand je me réveille, encore ce matin, elle me dit « Mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau ». Je dis Cahuzac qui est passé dans la nuit, me replanter les cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Je me précipite devant mon miroir et je vois dans mon miroir ma seule gueule d'octogénaire Décati. Et je me dis, ouf, ta femme est amoureuse puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub. Et je parle de quoi là? Qu'est-ce que je fais là alors qu'il y a des grèves à droite et à gauche? Je devrais être à mon bureau en train de travailler pour Citroën et je perds mon temps là. Parce que je veux faire aimer la publicité, je veux faire aimer la créativité, je veux faire aimer le risque, je veux faire aimer les gens qui se dépassent, qui vont plus loin, qui cassent les barrières et qui évidemment se cassent la gueule. Parce que tu peux pas tout réussir. Dans plusieurs interviews, tu parles de l'importance de rêver, l'importance d'y croire. Ça représente quoi pour toi en fait, cet optimisme, ce rêve? Pourquoi c'est important pour toi? J'étais pharmacien, j'étais docteur en pharmacie, puis j'ai fait mon tour du monde. Là, j'étais engagé à Match comme reporter, c'est là où j'ai découvert la communication. Et puis, j'ai eu la grande chance d'aller à François et d'être rédacteur du groupe de François avec Pierre Lazareff. Donc, c'est Roger Théron, le patron de Match, qui m'avait donné le poids des photos, le choc des photos.
Et c'est PR qui m'a donné le poids du mot. Et c'est ce que je vais apporter d'ailleurs à la publicité en le mélangeant et que je vais appeler la publicité spectacle. J'arrive chez Delpire et il me dit, toi tu es pharmacien, tu ne connais rien à la publicité, donc tu vas créer le département pharmaceutique de la maison. C'était l'agence de publicité de Citroën à l'époque. Et j'ai eu la chance de pouvoir le racheter. Et c'est ce qui d'ailleurs a fait le grand démarrage de Roussegela, Caïsac et Goudard. Et à l'époque, la publicité pharmaceutique, elle était interdite pour les médecins. Ils avaient simplement le droit, on pouvait leur envoyer 6 fois dans l'année des cartons comme ça, dont la face était artistique, et on tournait, et la face arrière avait simplement le nom du médicament et la posologie du médicament et les contenus du médicament. Donc il fallait trouver une idée créative. C'était un médicament qui s'appelait le Glyphanant, qui était un antidouleur très efficace. D'ailleurs, il était tellement efficace qu'il a été retiré, parce que c'était une sorte de drogue. Il a été retiré il y a 2 ou 3 ans, mais il est resté pendant 30 ans dans les pharmacies. Je me suis souvenu que Prévert, qui était mon dieu vivant que je ne connaissais pas, faisait des collages. Et que c'était des collages extraordinairement brutaux, qui faisaient mal tellement... Il criait la douleur. Et donc, je vais frapper à sa porte, il ne m'ouvre pas. Je vais pendant 3 ou 4 fois. La 4e fois, il ouvre la porte et je lui explique le truc. Et il habitait devant le Moulin Rouge. C'est extrait parce que de sa maison, qui était une maison troglodyte, c'était fait faire par un architecte de maison troglodyte, comme ça. Et il voyait les pales du Moulin Rouge. Il commençait à être fauché, il était un peu oublié. C'est plus de cinéma. Donc, il me dit, Goudon, moi, je veux bien faire ça, mais... je veux que tu sois avec moi pour m'aider. Il était tout seul, il s'ennuyait. Pendant 4 jours, tout le matin, je suis arrivé à 11h, je le regardais travailler, je regardais faire ses collages, je lui parlais, puis après il me faisait la cuisine. Quand on s'est quitté, au bout de 4 jours, il m'a tellement marqué ma vie, je lui ai dit, écoute, Jacques, quel est ton conseil de vie? Il me dit, toi, c'est très simple. Il y a ceux qui croient, croient, et ceux qui croient, comme des corbeaux. Sois un aigle, sois une colombe, ne sois pas un corbeau. Crois en toi. Et si tu crois en toi, on croira en toi. Et donc, c'est la devise de ma vie. Je pense qu'il faut accepter ses échecs. Il faut presque en jouir. Justement, tiens, parlons-en, parce qu'effectivement, on parle souvent beaucoup de réussite, et du coup, les personnes qu'on met en figure de réussite, souvent, on parle que de ça. Tu peux partager un des échecs qui a été le plus difficile pour toi à vivre sur le coup, et surtout, qu'est-ce que tu en as appris, et comment tu l'as dépassé? Écoute, moi, j'ai eu la chance de faire 20 campagnes présidentielles. J'en ai fait 4 en France, avec François Mitterrand, 2 avec François Mitterrand et 2 avec Lionel Jospin. Puis j'en ai fait 16 autres dans le monde. La dernière campagne que j'ai faite, c'est la 2e campagne de Lionel Jospin. Là, j'avais fait la première où il a pris le pouvoir en tant que Premier ministre. Et puis la 2e, c'était la plus importante, celle où il devait prendre le pouvoir comme président. Et ça n'a pas marché. J'ai mis pourtant tout ce que je savais de la politique, mais c'était un être qui finalement n'était pas fait pour être président parce qu'il était trop intègre. Il a refusé. Je me souviens par exemple qu'au dernier moment, je lui ai dit, j'avais monté une émission avec Michel Drucker, du Vivement Dimanche, où pendant 2 heures, c'était le 23 décembre qui était le jour idéal, où pendant 2 heures, il y avait le meilleur de toutes les émissions de l'année, plus 5 ou 6 stars qui étaient là pour fêter la nouvelle année avec tout le monde. Et lui était là avec sa femme, parce qu'il fallait qu'il présente sa femme aux Français, et il a refusé de la faire. Et les politologues ont dit qu'une émission comme ça rapportait à peu près 400 000 voix. Il a perdu à 170 000 voix. Et il m'a toujours dit, je veux être élu pour moi, je ne veux pas être élu en faisant le clown avec des stars. C'est pas ça la politique. La politique, c'est bien plus sérieux que ça. Il a tellement raison. Et à 19h, on sait dans les sondages qu'il a perdu. Alors que tous les sondages avaient été positifs avec lui jusqu'au dernier jour. Et lui ne le savait pas. Il est arrivé à 7h30. Mais comme s'il était avec les hurrahs de la foule, parce qu'on était les seuls à avoir les sondages, les autres ne les avaient pas, il est arrivé président, un des garçons qui était là, qui s'occupait des sondages, qui lui a dit Lionel, Le Pen est devant toi. Et je cru que le plafond lui tombait sur la tête, il avait sa main dans la main de sa femme, elle s'est appuyée au mur, etc. J'ai vécu un moment de douleur intense. Et j'ai mis 3 mois à m'en remettre. C'est quoi qui a été difficile pour toi? Ce qui a été difficile, c'est de me dire que j'avais jamais réfléchi à ça, que j'avais trahi 50% des Français. Parce qu'il a perdu à 1 point. Donc, il y a 49% des Français qui avaient voté pour lui, que j'avais trahi puisque je n'avais pas réussi à briser l'armure suffisamment pour qu'on comprenne, parce que ça aurait été un très grand président, ça aurait changé la France. On n'aurait jamais eu les suites que l'on a eues, on n'aurait jamais eu
François Hollande, qui a été le mauvais président de tous les temps, comme français. C'est terrible, c'est terrible, même pour 170 000 voix. Avec du recul, tu penses que tu aurais fait quelque chose, imaginons que ça arrivait à nouveau maintenant, tu ferais quelque chose de différent? Ah oui. Tu ferais quoi de différent? Moi, ce que m'avait appris François Mitterrand, c'est que la communication d'un président, c'était intime. Donc, toutes mes réunions avec François Mitterrand étaient seul à seul, des yeux dans les yeux. Et ça a duré pendant 6 mois. Après, j'ai reproduit la même chose avec toutes les campagnes que j'ai pu faire, que ce soit au Chili, que ce soit en Pologne, que ce soit en Israël, dans le monde entier. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y avait une telle avance, tout ça semblait gagner l'avance. J'avais déjà gagné la première campagne lorsque Chirac avait dissous la Chambre, qu'il avait repris la majorité, etc. Donc, je me suis laissé avoir en disant, non. Et j'ai accepté tous les matins d'aller à l'atelier de campagne, qui était le siège de la campagne, avec 20 autres mecs autour d'une table, avec des caméras partout parce qu'ils voulaient tous avoir le film de la campagne. Et ils avaient préparé pendant la nuit la phrase qu'ils allaient dire en espérant que ça allait après faire le tour du monde quand Jospin aurait été élu. Et on n'avançait pas. Je suis allé me confier à Lionel que le vendredi avant le premier tour. Tu veux dire, lui confier que quelque part ça t'allait pas ce fonctionnement? Je dis, on va perdre. Refaisons ce que je faisais avec Mitterrand, en refaisant une campagne les yeux dans les yeux. Il m'a dit, mais non, c'est pas vrai, etc. Je te rappelle. Et après, il se renseigne et il me dit, mais c'est vrai, tout le monde dit la même chose, ça s'enterre là-bas. Donc je suis d'accord avec toi, lundi, à 7h, les yeux dans les yeux, à Matignon. Il n'y a jamais eu de lundi, il n'a pas été élu. Ça a duré vraiment 3 mois. Je n'arrivais pas à dormir, j'étais mal dans ma peau. C'est quoi qui te crée le plus d'émotion? Mais c'est de me dire que j'avais trahi 50% des Français qui s'étaient battus pour ce mec. Donc déjà, trahir une personne, c'est dur. Mais trahir X millions, c'est terrible. Parce que finalement, je n'étais pas le choix qu'il aurait dû prendre, peut-être qu'un autre aurait mieux fait que moi, ou je n'ai pas réussi comme j'avais réussi avec les autres, peut-être trop facilement. J'ai pas réussi à ce qu'ils se libèrent. Parce que le métier de communicant politique, c'est pas tellement de donner des conseils de politique, ils en savent plus que toi, mais c'est de les débrider, c'est de les lâcher, c'est qu'ils soient naturels, c'est que le cœur parle. C'est ce qu'a réussi François Mitterrand, c'est ce qu'a réussi Emmanuel Macron, c'est une espèce tout d'un coup, une empathie qui se lève, tout un peuple qui se lève pour élire son président. Je regardais différentes interviews, j'imagine que dans cette période-là, non seulement c'est dur pour toi parce que ça se passe pas comme tu veux, il y a, comme tu dis, 49% des Français qui s'attendaient à gagner. Forcément, tu es un personnage public, il y a des gens qui parlent de toi, que ce soit quand tu y arrives ou quand tu y arrives pas. Comment tu vis le fait que d'un coup, plein de personnes peuvent en profiter pour venir critiquer ou challenger? Par exemple, je regardais certaines émissions sur des plateaux télé où il va y avoir des journalistes qui vont être virulents dans l'interaction avec toi. C'est quelque chose de classique en télé. Quand quelqu'un va dire une critique à ton égard, que ce soit dans les journaux, à la télé ou en direct, c'est quoi ton processus mental pour être à l'aise avec ça? Moi, je suis à l'aise naturellement, ça ne me gêne pas. S'ils ont raison, je dis, mais tu as raison, je suis un imbécile, tu as raison. Ou il n'a pas raison, je lui dis, mais je suis désolé, je ne sais pas ce que tu penses. Je pense que la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Il ne faut jamais avoir de regrets. Jamais avoir de regrets d'avoir raté une émission. Je n'ai pas de regret d'avoir fait l'immense connerie de la Rolex. Tiens, regardez là, regarde là. C'est ma femme qui me l'a offert, parce que je n'en avais pas en plus de Rolex. C'est ma femme qui me l'a offert pour mes 80 ans. Évidemment, j'aurais dû fermer ma gueule. Et si c'était recommencé, je ne recommencerai pas. Je ne veux pas en plus avoir des regrets. Je ne veux pas en prendre plein la gueule et en plus avoir des regrets. Donc j'y vais avec le sourire. Il y a la phrase de la Rolex. À quel moment, toi, tu réalises j'ai fait une connerie? Je ne m'en suis pas rendu compte. Le journaliste qui était avec moi, ça n'est pas rendu compte. Dans cette émission, je défendais Nicolas Sarkozy. Et je disais, mais vous reprochez à ce mec d'avoir une Rolex et des Ray-Ban. Mais vous, les journalistes, vous avez tous une Rolex et une Ray-Ban. J'ai dit, un homme qui a 50 ans n'a pas de Rolex, il a raté sa vie. Je parlais d'un homme politique. Si à 50 ans, un homme politique ne peut pas s'acheter une Rolex, il faut pas aller dire président. C'est ça que ça voulait dire. Bon, le choix de la Rolex, c'était ridicule. Il faut toujours poursuivre ses rêves. Il faut toujours avoir un rêve, même inatteignable. Nicolas Sarkozy, c'était inatteignable de devenir président, même s'il est devenu, par bonheur. C'est des gens qui se surpassent, qui se dépassent. Au lieu de dire Rolex, qui était symbolique du pognon, de tout ça, les gens ont compris le contraire. J'aurais dû dire la Katmandou, tu vois, n'importe quel rêve qui est difficile à obtenir, mais qui est un vrai rêve. Et après, quand je suis arrivé chez moi, je suis arrivé au bureau, parce que l'émission était à 8h du matin, donc à 9h, j'étais au bureau. À 11h, je vois ma assistante à voler qui me dit « Qu'est-ce qui se passe
Dans l'émission, il y a un dérapage. J'ai dit, mais je n'ai pas dérapé du tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais une histoire de la Rolex. Je dis, mais quelle histoire de la Rolex? Il n'y a pas d'histoire de la Rolex. Et j'ai dû aller voir l'extrait pour me rendre compte de la connerie que j'avais faite. Parce que tu regardes la vidéo et quand tu vois ça, tu te dis quoi? Mais je dis, quelle connerie? Bon, mais t'es en colère, tu rigoles, non, je rigole pas, je suis pas en colère. Je dis, il faut arrêter ça tout de suite. Donc, j'ai appelé Canal+, je leur ai dit, prenez-moi ce soir. J'y suis allé le soir et je me souviens très bien que je suis arrivé chez Canal+, avant même de commencer d'écouter, c'est très simple. Hein. C'est la plus grande connerie de ma vie. Et je me suis flanqué une gifle. Ah, puis c'est arrêté là. Parce que les journalistes qui étaient là pour me démonter, ils ont dit, allez, on passe à autre chose. Tu es un homme de communication, tu sais combien des mots, une phrase, une bonne histoire peut propager un message ou à l'inverse, aller pas dans la direction que tu veux. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as peur pour ta propre carrière d'avoir fait une bêtise qui fasse que plein de rêves puissent ne plus se réaliser? Non, parce qu'il n'y a pas mort d'homme. C'est une connerie. J'ai tué personne. J'ai giflé personne. J'ai battu personne. Justement, en début d'interview, tu disais qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et de la communication, une entreprise, elle peut rapidement avoir un dérapage. C'est le pire qui pouvait arriver au monde. C'est-à-dire que 68, ça a été la liberté. 89, ça avait été la liberté. La liberté, c'est de dire ce que l'on pense. Aujourd'hui, il y a une telle rétention que chacun fait de la rétention d'informations. Et il se dit, mais alors attention, vous choisissez mon mot, si je dis ça, ça va être repris, etc. Que d'ailleurs, tu vois de moins en moins les acteurs de cinéma, les célébrités, les présidents, etc., aller devant les micros et les caméras. Et s'ils y vont, c'est avec une prudence de sioux. Donc, on est en train d'assécher complètement l'information, qui en plus, elle, au contraire, avec les télévisions d'info, est dévoreuse d'actualité, elle est dévoreuse de dérapage. Elle est marchande de malheur. Et donc, elle veut toujours te faire déraper et espérer que tu vas déraper pour créer le buzz, lequel buzz leur fait de l'audience, lequel l'audience leur fait du fric. Parce que tout ça n'est qu'un problème, finalement, d'argent à l'arrivée. Il s'allie encore plus, si tu veux, la chose. À l'époque, dans les belles années 70-80, c'était pas ça. Dans les émissions, on disait tout et n'importe quoi. Et tout le monde l'acceptait. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'une erreur sur un plateau peut arrêter une carrière? Ou est-ce que tu penses que ça se rattrape toujours? Une erreur de langage, non. Ce qui peut arrêter une carrière, c'est le MeToo d'aujourd'hui. Oui, ça peut arrêter une carrière. D'ailleurs, c'est en train d'arrêter plusieurs carrières. Il y a deux sortes de réactions. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir ça. Les gens de mon milieu, pendant 3 mois, m'ont plus parlé. Et puis, un jour, il y a un gosse de banlieue qui est venu me voir sur les Champs-Élysées. Il s'approche de moi, etc. Et il me montre ça, il me dit... Et là, avec une pointe bic, il s'était dessiné une Rolex, là. Et il a dit, moi, avant 40 ans, je mettrai la vraie. Je dis, c'est tellement formidable. Il a tout compris. Il a compris que c'était le rêve. Toute cette tranche de la population, elle a compris le message que je voulais faire passer, alors que je l'avais mal formulé. Et les autres qui auraient pu se dire, mais il a mal formulé, ça veut dire, ils n'ont pas fait cet effort-là. Mais ça montre d'ailleurs, si tu veux, la pureté de toute cette partie, si tu veux, que l'on néglige. Évidemment, les intellos de service, ils ont dit Rolex, argent, publicitaire, m'as-tu vu, etc., etc. Donc là, si par exemple, demain, il y avait quelqu'un qui prenait 30 secondes sur un plateau télé ou dans une interview et le sortait du contexte, toi, tu le vis bien. J'essaye quand même de ne pas dire de conneries, parce que... mais je veux dire, c'est facile de faire dire une connerie à quelqu'un si on coupe. Bien sûr, c'est facile, mais le problème, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. Alors tu me diras, mais alors, dis ce que tu penses. Mais dans les interviews, quand ils sont très longs et tout, parfois, ça t'échappe. Je m'en voudrais si je pensais que la réussite, c'est une Rolex. Non, la réussite, je te l'ai dit, la réussite, c'est un grand amour réussi. Et du coup, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui devient public de justement être en mode, je vais dire ce que je pense? Et Bernard Tapie. Tu as vu la dernière émission de Bernard Tapie? Face à Bruce Toussaint, qui le fait venir, etc., pour essayer de le charcuter, et qui était d'abord une sorte de documentaire. Quantité de personnes, moi j'en faisais d'ailleurs un peu partie, quantité de personnes qui ont dit surtout du mal de lui, et puis ceux qui l'aiment comme moi ont dit du bien de lui, mais ils m'ont plutôt coupé. Les gens qui disaient du bien et fait sortir ceux qui veulent du mal. Et lui, il est arrivé, il a regardé les journalistes en face, il a dit, tu veux que je t'en mette une? Là, je t'en mette une? Oui. Récemment. On va revoir tes trucs. Ça, j'ai jamais fait ça.
Je te dis que j'ai jamais fait ça. Il a démonté complètement, le mec était KO sur place. Il ne faut pas choquer les gens inutilement, bêtement, mais il faut toujours être fier de sa vérité. Et donc, imaginons que demain, il y a un acteur qui travaille avec toi. Plutôt que d'être en retraite, tu lui conseillerais d'aller sur les plateaux et d'exprimer ce qu'il pense aujourd'hui? Mais bien sûr, d'ailleurs, les 4 ou 5 grands acteurs le font. Depardieu ne se gêne pas. Tu as vu Depardieu faire, se demander pendant 3 secondes s'il doit le dire ou pas le dire. Lucchini ne le fait pas. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que pour se faire connaître, il fallait choquer. C'est vrai des starlettes. Les starlettes, à l'époque, je me souviens d'une starlette à Cannes qui avait monté les marches nue sur un cheval blanc. Bah, évidemment, on en a parlé, mais enfin, elle n'est jamais devenue star. Oui, tu fais un micro-buzz. C'est un micro-buzz. Et les gens veulent faire le buzz pour le buzz. Non, il faut que ce soit la force de l'idée qui fasse le buzz. Quand une idée est plus polarisante, elle va créer à la fois plus de fans et aussi plus, on va dire, d'anti-fans, de gens qui... Oui, moi, toute ma vie, j'ai été clivant. Voilà, clivant. Est-ce que tu conseilles d'être clivant? Je conseille d'être clivant en étant vrai. Si c'est truqué, ça ne marchera pas. Le public est maintenant plus éduqué que les journalistes, plus éduqué même que les parlants. Il faut que ce soit sincère. Moi, je pense d'ailleurs qu'on m'a pardonné la Rolex parce qu'on sait bien que j'ai passé ma vie à dire que l'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. On ne peut pas avoir une définition de vie comme ça et penser que l'on vit pour avoir une Rolex. Donc, ça a fait son chemin. Dans cette idée d'être clivant, du coup, donc je pars de ma vérité. Est-ce que tu conseillerais, en partant de sa vérité, d'amplifier le côté clivant? Non, je pense qu'il faut être vrai. D'être vrai. Il faut être vrai. Moi, je suis clivant parce que je suis clivant de nature. Parce que je suis expressif, parce que je suis naturel, parce que je ne me retiens pas, parce que je crois tellement dans la vie, dans le bonheur de la vie, dans l'avenir de la vie. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus qui s'appelle « Aimons le monde ». Nom de Dieu, il est en train de se mettre en colère, mais on lui a tout fait au monde. On lui a brûlé ses arbres, on lui a brûlé 1 milliard d'animaux. Aimons-le, et il nous le rendra. Sinon, il va se fâcher et demain, il n'y aura plus de terre. J'aimerais bien d'ailleurs savoir, parce que tu es sur cette terre depuis plus longtemps que moi, c'est quoi ta lecture de comment le monde a évolué là, depuis 80 ans comme ça? Qu'est-ce que tu vois? Ah ben moi, j'ai connu le monde heureux. J'ai connu le monde heureux parce qu'insouciant. Tu trouves qu'il n'est plus heureux? Il n'est plus heureux, non. Mais j'espère que c'est momentané. Je parle surtout des Français, mais c'est vrai du monde en réalité. J'ai connu le monde heureux d'abord parce que l'argent n'était pas le centre du monde. Est-ce que tu penses que c'était lié que ça soit l'après-guerre? Oui, parce que la guerre a été très dure. Elle a laissé des traces épouvantables. Et la libération, elle porte bien son nom. Tout s'est libéré. Les mœurs se sont libérées, la parole s'est libérée. La réussite aussi s'est libérée, parce qu'à l'époque, la réussite, c'était les familles qui étaient là, et puis on se passait la fortune de père en fils, et il n'y avait pas beaucoup de place pour les nouveaux arrivants. Parce que là, tout a été bousculé, tout était possible, les cartes ont été rebattues, et ça a donné 68. Et donc après, il y a eu l'insouciance des années 70, l'éblouissement des années 80, qui ont été les années créa. C'est pas parce que des années Mitterrand, mais Mitterrand a fait beaucoup pour ça. Mitterrand, Lang, tout ça, ils ont agité le monde. Mitterrand a libéré les radios, Mitterrand a libéré les télévisions. Il y avait de l'insouciance, il y avait de la joie de vivre, et il y avait le sentiment que ça allait continuer à aller bien. Quel est le drame aujourd'hui? C'est que 80% des Français pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Ils se trompent. Vous vous trompez, les mecs. Vous vous trompez. Regardez l'histoire. On a doublé la richesse de la France ces 50 dernières années. On va la doubler dans les 30 années qui viennent. Faites pas des grèves à la con. Perdez pas votre temps. Bossez, créez, bougez, avancez. N'écoutez pas les syndicalistes à la con ou tous les mecs qui essayent de paralyser ce pays. Ils se redressent. On était les derniers de la classe en Europe. On est les premiers de la classe aujourd'hui même. C'est surtout le message qu'il faut passer aux jeunes. Parce que maintenant, mon monde à moi, le monde d'avant, il est foutu. Bon, le monde d'après, ça sera le leur. Et c'est à eux de l'inventer. Et c'est à eux de le rendre heureux. Et du coup, tu leur souhaites quoi à tes enfants? Je leur souhaite ça. Moi, j'en ai un qui est cinéaste. Il a 40 ans. Il vient de faire un film qui s'appelle Docteur, qui a un beau succès, qui a fait 800 000 entrées. Il lui souhaite de devenir un grand cinéaste. Ça y est. Et là, maintenant, en plus, il est appelé par tout le monde. Parce que tu sais, quand tu as un succès en cinéma, tout le monde va caresser les épaules du réalisateur. Et en plus, lui, il est auteur et réalisateur. C'est son premier gros succès?
C'est son premier gros succès. Tu l'accompagnes, toi, en tant que papa, en tant que parent? Non, je lis le script. Je lis le script. Mais par rapport au fait de dire attention, on va te caresser dans tous les sens, est-ce qu'il y a une question quand c'est ton premier succès de rester humble? Oui, mais ça c'est un état d'esprit. Moi j'ai une grande chance, je ne me crois pas du tout un génie, un surdoué, un intello, mais pas du tout. Moi j'ai eu une chance incroyable dans ma vie. Ma vie est une succession de chances qui ont fait. Je ne peux même pas parler de réussite parce que c'est pas une réussite, je suis pour rien. Mon seul petit talent, j'ai le poids des mots. Je faisais des titres quand j'étais à François, j'ai fait des slogans maintenant que je suis dans la pub. Tu l'avais ça, enfant, ado, cette passion des mots? C'est mon père qui me l'a donné. Mon père avait ce poids des mots, il savait formuler les choses, il était un homme de punchline. J'ai repensé à ça peu de temps, tu vois. Aujourd'hui, je me dis, mais finalement, c'est quoi ta vie? C'est faiseur de punchline. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, je ne me crois pas supérieur aux autres. Et surtout, j'ai une chance, c'est ma curiosité. Je dévore les gens qui sont en face de moi. Je veux tout savoir, qui me parlent, qui me disent où ils vont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont raté, comme toi. D'ailleurs, je peux te prendre ta place. Tu veux m'interviewer juste après? Si tu veux, on inverse les rôles et je ferai un podcast interviewé par Jacques Ségala. Ça me va très bien. Pour tes enfants, ça a été comment, selon toi, d'avoir Jacques Ségala comme papa? Je crois que c'est lourd à porter d'abord parce que moi, j'ai été autant critiqué que, je ne veux pas dire encensé, mais que les deux, avec la même violence. Eux, ils n'ont vu que la violence. Bon. Et donc, en plus, ils étaient à l'école, ils étaient jeunes, donc ça les a touchés. Et puis, le seul fait que j'ai participé à la victoire de François Mitterrand, j'avais 50% des Français qui me haïssaient. Parce qu'il haïssait Mitterrand. Ils disaient, en plus, c'est ce publicitaire de merde qui l'a aidé. Comment tu as géré ça dans la relation avec eux? J'aime passionnément mes enfants, comme tout le monde. Je crois à l'exemple. J'essaye pour eux, devant eux, chaque fois que je le peux, avec eux, de faire le mieux de ce que je peux. Tu vois, dans la pub, je me suis toujours dit que je n'étais pas le plus grand publicitaire du monde, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le mieux de ce que je pouvais faire, avec ma capacité des mots, puis de temps en temps d'avoir une image, une idée de film, etc. Ma capacité de vendre les idées, parce que les idées n'existent que si tu les vends. Moi, j'ai jamais accepté que qui que ce soit de l'agence aille vendre une idée sans moi. Alors les miennes encore moins, mais même les siennes, pour être là, pour le seconder, pour me battre jusqu'à mort, pour que que l'annonceur l'accepte, pour coucher sur la moquette s'il voulait pas. Moi, je me suis parfois couché sur la moquette des mecs en disant si vous n'acceptez pas cette idée, vous me passez sur le corps. J'étais prêt à tout quand j'étais sûr d'une idée, etc. Je pense que je leur ai donné le meilleur exemple que je pouvais leur donner. Mais je suis très pudique, moi, avec mes enfants. Parce que j'ai été élevé autrement. Il y a 86 ans, c'était pas comme ça, les parents. On parlait pas à table. Et pourtant, mon père était radiologue à Perpignan, ma mère était médecin. C'était des petites stars de la ville, tu vois. Était très ouvert. Mon père était très drôle, en plus. Et peut-être que ça a pesé sur mes enfants. Je suis pas sûr d'être un bon père. Ouais, j'espère que l'exemple est bon, mais je ne suis pas sûr d'être un bon père, parce que quand je vois la jeune génération, et les mecs de la jeune génération, la façon dont ils s'occupent de leurs gosses, où ils ne les lâchent pas, c'est eux qui les langent, c'est eux qui leur donnent le biberon, c'est eux qui les amènent à l'école. Mais je n'ai jamais fait rien de tout ça. Est-ce que tu souhaites qu'on parle de ton livre actuel? Tu as parlé de celui qui va sortir. Est-ce que tu souhaites parler de ton livre qui est déjà sorti sur les GAFA? Le titre d'abord, c'est « Le diable s'habille en GAFA », pas en Prada, en GAFA. Pourquoi? Parce que les GAFA, aujourd'hui, les 4 GAFA, c'est 1,5 fois le PIB de la France. Dans 10 ans, c'est le PIB de l'Europe. Dans 20 ans, c'est le PIB du monde. C'est-à-dire qu'ils sont en train de construire un État numérique plus riche dans 20 ans que l'Amérique, plus riche dans 20 ans que la Chine, plus riche que l'Europe. C'est un gouvernement à E4. Un gouvernement à E4, mais dont ils ont la richesse des richesses, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur cloud toutes nos données depuis, là ça fera 30 ans, ils auront toutes nos données depuis 30 ans du monde entier, avec en plus la recherche faciale, l'identification faciale, etc. Donc ils seront les maîtres du monde parce qu'ils pourront coincer qui ils voudront, où ils voudront, comme ils voudront. C'est un pouvoir que même la science-fiction n'a jamais osé donner dans un film. Tout ça sans payer leurs impôts. Commence à les payer un peu. Tout ça sans que les gouvernements n'établissent. Sur eux. Voilà. Je ne suis pas contre le progrès. J'ai toujours été un homme de progrès. Et le progrès crée toujours des malheurs. Le jour où on a inventé la roue, découvert la roue, dans les contreforts de l'Europe de l'Est, on a créé les accidents de la route.
Mais les gouvernements ont créé la prévention routière. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait 10 à 15 000 morts sur la route. Et les jeunes, avant tout, ils en avaient très peur de prendre une voiture parce que c'était très dangereux. Aujourd'hui, il est tombé à 3 000 parce que la prévention routière a fait son boulot. Je demande, en parallèle de la prévention routière, une prévention numérique. Qu'on n'essaye pas d'entraver le progrès, ce serait ridicule, mais qu'on empêche de faire des bêtises. Par exemple, si tu prends l'intelligence artificielle, il y a une équipe américaine qui a travaillé pendant 10 ans, une étude très sérieuse, très approfondie, sur 100 000 cas, et qui réussit aujourd'hui d'une simple photo, si tu as un petit bouton là, à savoir si c'est un mélanome, c'est-à-dire si tu as un cancer de la peau, ou si c'est un simple bouton, sur une photo. Ça veut dire que dans 10 ans, il n'y a plus de mélanome. Ça veut dire que le cancer de la peau va disparaître. Comment tu ne peux pas aimer cette intelligence artificielle-là? D'ailleurs, sans aller jusqu'aux États-Unis, tu as une start-up en France qui a adapté cet algorithme à la pneumopathie de l'œil. Il y a 400 millions de terriens qui peuvent devenir aveugles en quelques semaines. Là aussi, sur une simple photo, on peut savoir si tu es victime de ce mal terrible ou pas. Mais une équipe de Stanford, avec les mêmes algorithmes, fait qu'aujourd'hui, sur une simple photo, on peut savoir si tu es homosexuel ou pas. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je ne veux pas ce monde qui va aussi loin. Donc oui, il faut aimer les GAFA pour ce qu'elles font de mieux, et il faut leur interdire d'être les diables qu'elles peuvent être, les démons qu'elles peuvent être. C'est la démocratie qui est en danger. Je ne comprends pas que les présidents du monde ne prennent pas 2 jours de leur vie pour se mettre tous dans une salle et dire on va arrêter ça. Quand tu penses que Trump n'est pas président, il n'a pas été élu président, il a été élu par les fake news. Il y a 130 millions d'électeurs et d'électrices américains qui ont été pendant plusieurs mois bombardés de fake news qui venaient de Macédoine, et on sait quel est le pays qui les dirigeait, et qui ont tellement sali Hillary Clinton que Trump est passé. Qui est passé de justesse, parce que même en voix, elle a gagné, en voix, il a perdu. Mais le Brexit est une affaire de fake news. Il y a une fake news du Brexit qui a répandu le bruit que l'Europe coûtait 500 livres à chaque Anglais. Je me souviens quand il a failli voter pour le Brexit, ils ont dit, mais nous, on n'en veut pas. On se tire de l'Europe. Chacun de nous va gagner 500 € par an. On ne peut pas accepter ça. Il faut impérativement arriver à les mesurer. Par exemple, Bill Gates, il a offert 80% de sa fortune aux affaires humanitaires. Et d'ailleurs, à l'époque, il s'était concentré sur l'éducation et sur la nutrition. Et là, il va attaquer l'écologie. Pourquoi Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a volé sa marque à l'Amazonie qui brûle, ne met pas 80% de sa fortune pour sauver la planète? Est-ce que ce n'est pas plus important que d'avoir 1000 milliards en banque? Alors, tiens, juste pour terminer, est-ce que tu souhaiterais partager un message aux personnes là directement qui nous regardent? Imagine une personne qui a allez, 35 ans, qui a envie de réaliser ses rêves. Qu'est-ce que tu aimerais lui partager, lui dire? Elle se pose des questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a des gens autour d'elle qui lui disent mais tu n'y arriveras jamais, c'est trop, tu rêves trop, c'est trop ambitieux. Qu'est-ce que tu souhaiterais lui partager, Jacques? Viens me voir. D'accord. D'accord. C'est tout. Viens me voir. Et tu lui dirais quoi une fois qu'elle vient te voir? Je vais d'abord l'écouter. D'accord. Et puis, je veux dire, écoute-moi avec le petit bagage que j'ai, de mes 86 balais, voilà ce que je pense. Et puis, si je peux t'aider, je suis là pour ça. Est-ce que tu aimerais que dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, on retienne quelque chose de Jacques Ségala? Non, je pense pas que... Je pense que la publicité, parce que ce qui compte, c'est l'œuvre qu'on a accomplie. Bon, la publicité est un art éphémère. La sculpture, la peinture, la musique, ce sont des arts premiers. Puis c'est un art second. Donc, elle ne compte pas. En France, on se souviendra vaguement. Qui se souvient de Bleustein-Blanchet, qui est mort il y a à peine, pourtant, 20 ans, et qui a inventé la publicité en France. Alors, si on se souvenait de toi dans 100 ans, t'aimerais qu'on se souvienne de toi, pourquoi? Pour avoir mis du cœur dans la publicité. Parfait. Merci, Jacques. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir.
Fais-le maintenant, car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.